Bienvenue dans Drugs and the City, le podcast qui propose une autre perception des addictions. On va au-delà du produit, explorant une approche axée sur le bien-être. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à un sujet encore relativement tabou dans notre société, la parentalité et les addictions. Dans cet épisode, vous entendrez les intervenantes utiliser le terme toxicomanie pour désigner ce qu'elles appellent la consommation dite problématique des personnes avec lesquelles elles travaillent. Nous souhaitons préciser que ce terme s'inscrit dans des approches qui considèrent les addictions comme une maladie. Cependant, nous privilégions une autre terminologie et préférons parler d'usage de drogue, qu'il soit problématique ou non. Par ailleurs, il est important de rappeler que les parents consommant des drogues ne sont pas nécessairement dans une situation d'usage problématique. Pour aborder ce thème, nous avons invité Françoise Dubois, référente en matière de maltraitance à l'ONU. Nous commençons cette entrevue par une question volontairement provocante. Peut-on avoir une ou plusieurs addictions et être parent ? Oui. Oui, il y en a pas mal. Et la question n'est pas tellement l'addiction. La question, c'est surtout de se voir quel est l'impact que cette addiction a dans l'exercice de la parentalité. Et donc, comment est-ce que le parent peut gérer cette addiction en étant parent et en devant s'occuper de ses enfants en partie ou à temps plein. Quel impact ça peut avoir sur la disponibilité qu'il a et la réponse aux besoins primaires qu'il peut donner à ses enfants. Notre deuxième interviewée est Anne Robert, chargée de projet et formatrice chez Prospective Jeunesse. Anne Robert, quels sont les dangers et obstacles auxquels les parents font face quand ils consomment ? Il y a beaucoup d'a priori par rapport aux parents qui consomment. Ces a priori sont un peu regrettables parce que ça empêche parfois les parents de demander de l'aide, de se tourner vers le soin, d'avoir accès aux soins. Donc ça peut être à certains moments des choses très stigmatisantes. Maintenant, il ne faut pas non plus se voiler la face. Il y a des consommations qui empêchent les parents d'être dans une continuité psycho-affective avec leur enfant et qui ne peuvent pas subvenir à ces besoins d'une manière globale. Donc, il faut être attentif à ça, il faut pouvoir dépister ça. Le problème, c'est que, au lieu de se dire il y a différentes manières de consommer, il y a différentes manières d'affronter ces dépendances, voyons quelles sont les ressources de chaque parent, quels sont leurs univers, quels sont leurs niveaux socio-économiques, est-ce qu'ils sont seuls, est-ce qu'ils sont entourés, est-ce qu'ils ont déjà accès à un réseau de soins, est-ce qu'ils ont des amis en dehors du public toxicomane, est-ce qu'ils ont des antécédents traumatiques ou pas, est-ce qu'ils ont des problématiques psychiatriques afférentes, est-ce qu'il y a une pauvreté, enfin, il y a pas mal de choses à évaluer. Est-ce qu'ils ont des repères psychoéducatifs, est-ce qu'ils ont un soutien familial, tout ça, ça va être des éléments qui vont pouvoir nous donner des indications sur les fragilités de ses parents, mais surtout sur les ressources de ses parents. Et ça, alors, on va pouvoir s'appuyer sur ces ressources et essayer de les développer avec eux. Alors, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que on pointe souvent la toxicomanie comme étant la chose qui va empêcher la personne d'être un bon parent. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire être un bon parent ? C'est déjà une définition. Mais je pense qu'il faut pouvoir avoir une petite définition de ce qu'est être un bon parent. C'est pouvoir lui répondre à ses besoins globaux, c'est-à-dire ses besoins primaires, qu'il ait quand même à manger et un toit et une certaine stabilité. Ses besoins affectifs, il faut quand même qu'il sente que ses émotions sont prises en considération, qu'on respecte son rythme d'évolution, ses besoins intellectuels, il va devoir être stimulé, avoir des outils pour développer son intelligence, et puis ses besoins sociaux. Ça ne va pas d'être planté dans un univers où il n'y a personne, où il y a juste les deux parents qui consomment, et voilà. Donc c'est ces 4 besoins, comment est-ce qu'ils vont pouvoir être remplis ? Mais les défaillances ne sont pas toujours dues à la toxicomanie. La toxicomanie, parfois, c'est un truc en plus.
Mais il y a d'autres carences qui peut-être peuvent être prises en considération et peut-être traitées, peut-être soignées, peut-être accompagnées. Et donc c'est important d'avoir une vue globale et de ne pas se fixer comme ça sur la toxicomanie comme étant le point névralgique à devoir absolument traiter parce que sinon tout ira bien. Ben non, c'est pas toujours de ça qui est question. Parfois, la toxicomanie, ça vient apaiser d'autres chaos intérieurs bien plus terribles à affronter pour un enfant, et c'est de ça qu'il faut s'occuper. Anne Robert vient de nous faire part des nombreux a priori qui peuvent exister autour des parents consommateurs. Quel impact cela a-t-il sur eux ? Quand on consomme et qu'on vous dit, voilà, vous êtes toxicomane, vous êtes héroïnomane, vous êtes... il y a toujours de la culpabilité, surtout chez les parents. Et donc, toute la question, ça va être à la fois, à mon avis, de nommer les choses, de dire les choses clairement, ce qui est quand même pas toujours facile pour ce public, hein, on le sait. En même temps, noir c'est noir, blanc c'est blanc, il faut nommer les choses. Et en même temps, justement, d'être dans une approche et d'établir une relation qui permette à la fois de nommer les choses et en même temps d'aller chercher et de travailler avec la personne qui est là en face de nous. Voilà. Et donc de mettre cette personne dans une position de sujet, ce qui est rarement la position dans laquelle ils ont été mis d'ailleurs antérieurement et en général dans leur enfance. Et donc c'est comment est-ce qu'on va quand même miser quelque part sur la capacité de ce parent à justement, entre autres, remplir ses obligations, entre guillemets, parentales, alors qu'il y a cette consommation. Et donc d'aller le chercher aussi bien dans l'endroit qu'il y a consommation, et donc il n'y a pas de raison, on ne va pas commencer à tourner autour du pot ou à essayer d'amoindrir les choses. Voilà, je pense que c'est important de les confronter autant à ce qui se passe là, au risque là, mais aussi à miser dans une qualité de travail, dans une continuité de travail, dans une continuité de lien qui est important d'établir, de continuer à miser sur le fait qu'ils sont ces parents-là et que donc ils sont susceptibles de pouvoir en tous les cas remplir leur rôle parentaux. Vous venez d'aborder la notion de sujet-objet. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? C'est d'aller chercher le parent dans ce qu'il est. C'est lui, s'adresser à lui, et pas dans une position, la différence avec la position d'objet, c'est de ne pas aller s'adresser à lui, mais de finalement, comme les parents font avec pas mal d'enfants, et certainement beaucoup d'entre eux là, qui sont tombés dans des addictions, des enfants qui n'ont pas été investis au bon endroit, c'est-à-dire qui n'ont pas été, à qui on n'a pas énoncé des choses, où il y a eu toute une série de manquements, où il n'y a pas eu de fiabilité de lien, où il y a eu des trahisons, où il y a eu des enfants à qui on a fait porter des choses qu'ils n'avaient absolument pas à porter, qui ont assisté à des choses auxquelles ils ne devaient pas assister, qui ont vécu des violences d'une manière ou d'une autre, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques, où il y a eu comme ça des vécus où l'enfant n'a pas été subjectivé, mais justement cet enfant se retrouvait là, un peu comme un objet, c'est-à-dire il y a l'enfant et puis il y a le chat et il y a la plante, quoi. Vous voyez, un peu. Et donc c'est des enfants qui n'ont pas été pensés pour qui ils sont, qui ils pourraient devenir, et dans une pensée qui les aide justement à se construire et à grandir. Et si le professionnel, s'ils peuvent à un moment faire une expérience où un professionnel qui rencontre peut essayer de les mettre dans cette posture-là, dans cette position-là, et d'établir une relation avec eux dans cette posture-là de sujet, voilà, les mettre dans cette position de sujet, avec tout ce que ça peut... on pourrait déplier ça pendant 3 heures, mais voilà. Je pense que c'est déjà quelque chose pour ces gens. Voilà. Au moins le vivre, ne serait-ce qu'une fois, ce serait déjà pas mal. Bon, ça ne va pas tout réparer, mais on fait chacun sa petite graine. Françoise Dubois vient d'évoquer l'importance de mettre les parents dans une position de sujet, d'assurer un lien de fiabilité, etc.
Dans les hôpitaux, est-ce que les professionnels sont formés pour accueillir les parents usagers de drogue ? Dans les hôpitaux où les femmes viennent accoucher, le personnel est formé ou pas formé, sensible à cette question ou pas. Voilà, il n'y a rien de généralisé dans les études de médecine, dans les études d'infirmière, donc c'est vraiment un gros manquement au niveau des professionnels. Il n'y a rien de systématisé au niveau des formations des professionnels par rapport à l'accueil des parents usagers de drogue. Pour aller un peu plus loin sur cette question d'accueil du personnel hospitalier, nous avons interrogé Lou Richel, médecin généraliste, enseignante et chercheuse à l'ULB, sur les points d'attention et rôle essentiel du personnel lors du parcours de soins. Il y a en effet plein de questions qui se posent à ce niveau-là, d'envisager qu'une femme qui consomme des substances puisse avoir un désir de grossesse et qu'elle a le droit comme une autre de vouloir être mère, avoir des enfants, etc. Donc c'est là aussi où il faut être bien formé dans ces services pour poser ces questions-là, pour l'anticiper, pour le prévenir, pour le travailler dès ce désir en amont. Parce que souvent, en plus, comme elles sont dans des consommations intensives ou elles sont sous traitement par agonisme opioïde, etc., elles ont l'impression de ne pas être fertiles et donc elles peuvent tomber enceintes sans le vouloir, sans s'en rendre compte, etc. Donc il faut vraiment parler de ça, du désir ou du non-désir et du coup de parler de contraception s'il n'y a pas de désir, etc. Parce que c'est pas toujours discuté, envisagé. Donc il y a un peu un imaginaire collectif que finalement elles sont pas fertiles et puis elles se retrouvent enceintes, parfois avec des découvertes tardives et des situations qui sont traumatiques pour tout le monde finalement. Ça c'est pour rappeler vraiment le rôle essentiel en amont d'une grossesse, c'est d'arriver à en parler, d'arriver dans les services aussi de gynécologie, chez les gynécologues, les sages-femmes, à toute grossesse de poser la question des consommations, ce qui ne se fait pas non plus de manière suffisante et adéquate, même dans des services qui ont été formés, parce qu'on n'envisage pas forcément qu'une femme enceinte consomme. Et puis là, il va y avoir aussi toute la honte, la culpabilité. Il n'y a pas toujours les consommations qui vont être avouées spontanément ou dites d'emblée. Donc c'est à force de répétition qu'on peut arriver à avoir un dialogue avec ces personnes. Et quand il y a une grossesse, c'est un moment particulier parce que pour la femme consommatrice de substances, c'est une fenêtre d'opportunité. C'est le moment où elle se dit qu'elle va pouvoir substituer le rôle qu'on lui a attribué dans la société de femme toxicomane, non acceptable, marginalisée, etc., qui n'est pas bienvenue dans la société, à ce rôle de mère qui est justement extrêmement valorisée dans notre société. Et donc, elle se dit, je vais pouvoir avoir une image beaucoup plus positive de moi-même et une image que je vais donner à l'extérieur. Sauf que pour beaucoup d'entre elles, et pour toute femme en général, c'est un moment très chamboulant à tout niveau, hormonalement, psychologiquement, etc. Et elles peuvent revivre toute une série de vécus traumatiques à ce niveau-là. Et donc, elles vont avoir énormément d'espoir d'arrêter de consommer. Souvent, elles veulent arrêter, elles vont y arriver, etc. Mais c'est plus compliqué. Et donc, elles doivent vraiment pouvoir être entourées correctement par des personnes qui ne vont pas les juger, qui vont les soutenir de manière intensive et à qui elles vont pouvoir dire si elles ont envie de reconsommer, si elles ont rechuté, si elles vont pouvoir se sentir en confiance pour expliquer tout ce qu'elles traversent. Et donc ça, on manque cruellement de services de soutien à la parentalité quand il y a des addictions, où ces services ne sont mandatés que pour certaines substances et pas d'autres. Donc ça, c'est vraiment un problème de fond qui fait aussi qu'on en arrive à des situations où les femmes ne sont pas soutenues, elles n'en parlent pas, et puis elles arrivent dans les services au moment d'accoucher, ça se passe très mal, et ça renforce justement tous les stigmas. Donc il faut pouvoir bien les accompagner. Il faut aussi, alors là on est dans cette dichotomie, est-ce qu'on s'intéresse au bien-être de la femme ou au bien-être du fœtus et de l'enfant à venir? Et donc, selon... le médecin généraliste, il va s'intéresser aux deux, les intervenants en général vont s'intéresser aux deux, mais le gynécologue, lui, s'intéresse à la femme et le pédiatre, le néonatologue, à l'enfant. Et donc, on se retrouve toujours dans des tensions comme ça, qui on doit protéger. Et du coup, une proposition de loi qui a été émise en février 2020... par la NVA et le SPA qui voulait vraiment protéger l'enfant à naître et donc se dire
ok, il faut les femmes en situation de consommation, avec des problématiques de santé mentale importantes, etc. On va les mettre potentiellement en hospitalisation forcée, on va faire des césariennes forcées si ça se passe pas bien, et on mettra les enfants sous tutelle. Donc ça, c'est vraiment dans une vision, on protège l'enfant. Mais on ne protège pas l'enfant si on n'essaye pas de protéger avant tout la dyade mère-enfant et si on n'essaye pas de privilégier cette relation qui est essentielle aussi pour le bien-être de l'enfant. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les accompagner du mieux possible pour, autant que possible, on arrive à ce qu'elles puissent garder l'enfant de manière accompagnée. Et là, on fait face à un système qui n'a pas le support nécessaire, en tout cas pour assumer toutes les demandes. On se rend compte, et les études le prouvent, que de mettre en place ce genre de système est tout à fait contre-productif. Donc aux États-Unis, ils ont fait pas mal d'études parce qu'il y a beaucoup d'États qui ont des attitudes punitives par rapport à ces femmes consommatrices. Et on se rend compte que ça augmente les syndromes de sevrage néonataux. Donc les femmes, du coup, disparaissent des services de santé au moment où elles sont enceintes parce qu'elles savent qu'elles vont avoir une série de mesures punitives et donc elles arrêtent leur traitement par méthadone, par buprenorphine et on se retrouve avec des accouchements difficile où l'enfant est en sevrage parce qu'il n'a pas été bien suivi alors que de nouveau si on les accompagne bien, si elles sont bien sous traitement et qu'on adapte les traitements parce qu'on doit adapter en fonction du trimestre, etc., ça peut très bien se passer. Si le service de néonatologie est prévenu à l'avance, ils vont mettre en place tout ce qu'il faut à ce niveau-là et donc elles disparaissent des services. On se rend compte que ça augmente les syndromes de sevrage. On se rend compte aussi que elles ne viennent pas forcément accoucher dans les services et donc de nouveau ça amène des catastrophes où elles arrivent très très tardivement au moment d'accoucher. Personne n'est prévenu, on ne sait pas qui elles sont et on se retrouve avec tout d'un coup un enfant en sevrage et on fait tout un bilan et il y a plein de jugements, et on essaye de sauver l'enfant et puis voilà, c'est terrible et puis la deuxième fois elles ne reviennent plus. Donc ça c'est vraiment important de se rappeler que on essaye surtout avant tout de soigner la femme qu'on traite, de l'accompagner dans ce désir de grossesse, dans cette grossesse si elle n'est pas désirée, qu'elle est maintenue, et si après il faut mettre en place certaines choses pour l'adoption, etc. Mais on ne protège pas l'enfant en punissant les mères. Après tous les constats et points d'attention que vient de nous partager Laurie Schell, comment soutenir les parents, usagers dans une approche de promotion de la santé ? Moi, je pense que pour moi, il y a quelque chose vraiment au niveau de la stabilité, du professionnel, du lieu, d'une continuité, d'une régularité, d'une fiabilité. Il y a comme ça des postures qui me semblent importantes à tenir dans un cadre d'accompagnement, dans un processus d'accompagnement, pour essayer qu'il y ait comme ça quelque chose, le terme qui me vient, c'est évidemment d'une fiabilité de lien, fiabilité de présence, c'est-à-dire que on peut merder et c'est pas pour ça qu'on nous éjecte, on peut merder et c'est pas pour ça qu'on va plus croire en nous. C'est un peu comme avec les femmes aussi, enfin à ce niveau-là je fais le parallèle avec les femmes qui sont victimes de violences intrafamiliales et qui font des allers-retours comme ça, qui partent et puis qui retournent et puis qui partent et puis qui retournent malgré qu'on ait trouvé des lieux pour les protéger et tout, mais qui retournent. On sait qu'en moyenne, il y a quand même 6 allers-retours avant qu'elles puissent se défaire de ces maris violents ou ces compagnons violents. Et ici, je pense qu'il y a quelque chose d'un même... moi, je ne vois comme outil de prévention, pour moi, la base, c'est vraiment d'être avec... un professionnel ou une équipe de professionnels qui va être dans quelque chose à la fois de très rigoureux, de très clair, aussi d'une fiabilité de la parole aussi. On dit les choses, si ça va pas, c'est clair. Il faut être très clair et très transparent parce qu'il y a aussi de la fiabilité qu'il faut là. Mais c'est aussi de la fiabilité dans le fait qu'on tienne et qu'on va pas les lâcher et qu'on va pas
les envoyer à la gare et qu'on ne va pas les condamner. C'est une fiabilité qui va dans les deux sens, j'ai envie de dire. Mais pour moi, ça reste de la fiabilité. Et c'est précisément ça qui, à mon avis, la plupart du temps, a vraiment été manquant dans leur histoire. Et qui s'est décliné à plein d'endroits différents, quoi. Je pense que ce qui rend compliqué, mais c'est peut-être au-delà de la question de la toxicomanie même, mais je pense que ce qui rend vraiment compliqué justement le travail ici, à partir du moment où l'idée c'est que c'est important d'avoir de la fiabilité, de la continuité, en fait tout ce qu'on leur demande, eux, d'avoir comme qualité de lien avec leur propre enfant, finalement, parce qu'on est de nouveau dans un truc de poupée russe, mais que je pense que les services aujourd'hui sont malheureusement, pour différentes raisons, ne sont pas organisés de la même manière, de cette manière-là en fait. Et donc on a de la discontinuité parce qu'il y a de la saturation partout, parce qu'il y a des burn-out, parce qu'il y a des remplacements, parce qu'il y a plein de choses qui fait que on est peu, et peut-être de moins en moins, ça je ne vais pas trop m'avancer, mais dans la possibilité que les services et les réseaux autour puissent offrir ce type de continuité et de fiabilité. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir tenir ce fil-là et continuer à penser aussi les réseaux qu'on peut installer de professionnels, pas qu'un professionnel, mais le réseau de professionnels et institutionnels qu'on peut aussi installer autour d'une famille. De le penser vraiment dans ce sens-là. Parce que pour moi, c'est probablement, je ne vais pas dire la seule chose qui peut être thérapeutique, mais c'est à mon avis assez central dans ce qui peut faire soin. Voilà, pour ces personnes. Merci de nous avoir écoutés sur ce sujet des plus importants. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.